Un jeune homme regarde un tableau d'affichage, heureux de proclamer qu'il est libre et immortel. La femme derrière lui le voit si heureux qu'elle lui demande si quelque chose de bien lui est arrivé. À un moment différent, le même jeune homme tire un chariot plein de bagages lourds tandis qu'une jeune femme regarde. Plus tard, une fois qu'ils atteignent une cabane, la jeune fille se plaint au jeune homme qu'ils sont arrivés en retard parce qu'il était si lent. Même dans la cabane, le garçon fait tout le déchargement, tandis que la fille se détend sur le canapé et se plaint. Le jeune homme se demande si Elma est devenue si égocentrique à cause de lui. Elle présente la jeune femme comme Alma la sainte, et lui comme Isu, le remplaçant. Il explique que les gens dans ce monde reçoivent la bénédiction de la déesse d'une compétence importante qui détermine leur destin au moment où ils naissent. Il se plaint que sa compétence de recevoir les dommages placés sur les autres est une compétence complètement inutile. Pendant qu'il décharge encore les bagages, Alma va à son lit. Isu continue d'expliquer que sa compétence était suffisante pour protéger Alma lors du même test. Depuis qu'ils étaient petits, peu importe la dureté de l'entraînement ou le nombre de fois où Elma a eu des problèmes, c'est Isu qui s'est blessé à sa place. Peu importe à quel point elle se blesse, c'est Isu qui en subit les conséquences. Il y a eu des moments où Isu battait un monstre et elle proclamait la victoire. Mais sans se soucier du tout qu'Izzy se soit blessé dans le processus, il est frustré qu'elle le traite encore mal jusqu'à présent. Elma lui dit qu'elle a vaincu un monstre aujourd'hui sans son aide en tant que remplaçant. Elle se vante de n'avoir aucune marque sur elle comparée à lui qui est blessé de partout sans aucune considération qu'il est blessé parce qu'il a pris tous les dommages pour elle. Cela fait réfléchir Izzy à la raison pour laquelle il essaie encore de la protéger. Elma lui ordonne d'aller chercher de l'eau, et il la verse dans son verre. Pendant ce temps, Elma lui dit qu'il l'aime tellement qu'il a quitté le village avec elle. Cela fait regretter à Izzy d'être parti avec elle. Il se souvient quand ils étaient encore enfants, Elma rentrait joyeusement chez ses parents, et pendant ce temps, Izzy était derrière elle, luttant pour se tenir debout à cause de toutes les blessures qu'il avait reçues. Elle a serré ses parents dans ses bras et leur a dit qu'elle avait décidé de partir en voyage. Izzy était choqué parce qu'il n'était pas au courant de cela. Elma a dit à ses parents qu'Izzy viendrait avec elle, à son grand cri intérieur. Les parents ont demandé si la mère d'Izzy avait même consenti à cela. Cela amène Izzy à protester, lui disant qu'il ne pouvait pas laisser sa mère maintenant pour s'occuper de ses frères et sœurs seuls. Elma lui a dit qu'il ne pouvait pas la laisser seule puisqu'elle est la sainte. Les parents ne pouvaient rien faire alors que la fille faisait une crise de colère en disant à Izzy qu'il devait connaître sa place. Cela a laissé le jeune garçon pleurer, sachant qu'il ne pouvait pas y échapper. Plus tard, Elma a versé des larmes de crocodile en suppliant la mère d'Izzy que son fils devait venir avec elle. La mère n'a pas vu clair à travers elle, frustrant Izzy qui a vu clair à travers son acte. La mère l'a réprimandé pour ne pas avoir fait son devoir pour le même test. Il était sur le point de dire quelque chose, mais Elma lui a couvert la bouche. Il était impuissant alors que la fille n'arrêtait pas de dire à la mère qu'elle avait besoin d'Izzy. La mère d'Izzy lui a dit qu'il devait faire ça parce qu'il avait le devoir de protéger la sainte comme son père protégeait le village pour eux. Izzy a absorbé ses paroles, lui apprenant qu'il devait être plus fort pour être capable de protéger les gens. De retour dans le présent, Izzy se rappelle qu'il n'a pas entrepris le voyage pour le même test mais pour être plus fort. Elma se souvient différemment de l'histoire de la façon dont ils ont fini par voyager ensemble et a dit à Elma qu'elle se souvenait de lui en train de pleurer et de supplier de venir avec elle. Izzy lui dit que la seule raison pour laquelle il a entrepris le voyage était d'être plus fort. Elma est heureuse de savoir qu'il comprend qu'il est inutile sans elle. Elle dit que c'est naturel puisqu'elle est la sainte, et il n'est que le remplaçant. Elle continue ses abus en lui disant qu'il doit dormir à l'extérieur de la cabane puisqu'il ne peut pas dormir près d'elle. Elle lui lance son sac de bagages, ce qui fait exploser les objets à l'intérieur sur sa tête. Izzy se met calmement à genoux pour ramasser ses affaires tout en lui disant qu'ils doivent se séparer parce qu'il a atteint sa limite à la supporter. Elle se met en colère qu'il ose lui tenir tête compte tenu de sa place de remplaçant, mais il lui tient tête et lui dit qu'il n'est plus son remplaçant. Elma continue de lui crier dessus qu'il ne s'en tirera pas, mais Izzy s'en fiche et continue de s'éloigner. Alors qu'il ouvre la porte, il lui dit qu'il espère qu'elle trouvera quelqu'un qui lui convient. Izzy ferme la porte derrière lui. Soudain, la journée semble tellement plus lumineuse et plus belle pour lui. Il crie fort vers le ciel qu'il est enfin libre. Son pendentif s'allume soudainement et lui montre le message que sa compétence est passée à celle de l'immortalité. Il se sent heureux à l'idée de son immortalité. Avance rapide au début de l'histoire, alors qu'une femme lui demandait si quelque chose de bien lui était arrivé. La femme est si belle qu'Izzy peut à peine la regarder. Il se rend alors compte qu'il ne peut pas lui dire qu'il vient de rompre avec le même test parce que cela le ferait paraître mal. Il maintient des réponses vagues, disant seulement que quelque chose de bien lui est arrivé. La femme se présente comme Lisa, la réceptionniste de la guilde, et demande s'il est dans la guilde pour une quête. Il dit qu'une quête serait bien et demande sa recommandation. Lisa demande quelle est sa compétence pour l'évaluer correctement. Il montre son pendentif pour confirmer qu'il est récemment devenu immortel. Elle est tellement émerveillée qu'elle lui tient la main et demande qu'il entreprenne une quête difficile que seul un immortel comme lui peut tenter. Au moment où il dit oui, un tableau noir apparaît à côté de Lisa, prenant Izzy au dépourvu. Elle écrit sur le tableau que la difficulté de la quête est de 20 et que le but est d'obtenir des matériaux de lézard. Malgré la difficulté,
Isu accepte de le faire avec un sourire. Plus tard, Isu marche dans la forêt, ne réalisant pas qu'une créature le suit. Il pense qu'il se rapproche de sa cible, ne réalisant pas qu'un dragon a déjà la gueule grande ouverte pour le manger. La prochaine chose qu'Isu sait, c'est qu'il est avalé par un dragon. Il l'avale avec succès, et il finit inconscient, tombant dans son estomac gigantesque qui est rempli de restes de mort. Il se réveille à cause de l'odeur forte et horrible. Il panique, voyant qu'il n'y a pas d'issue. Il est tellement paniqué qu'il ne se rend pas compte que son épée est tombée de lui et poignarde la paroi de l'estomac du dragon. L'intérieur du dragon tremble soudainement comme s'il y avait un tremblement de terre. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est recraché. Il se lève, soulagé d'être en vie. Il est alors surpris qu'il y ait des aventuriers qui pointent des armes sur lui, mais ils sont tout aussi abasourdis que lui. Lève la main pour se rendre. Lisa s'approche alors de lui et lui demande s'il va bien. Voir sa beauté donne au jeune homme un moment de soulagement. Il essaie de la rejoindre, mais elle et les autres ne veulent pas s'approcher de lui à cause de son odeur. Isu lui demande si tuer le dragon de sa manière non conventionnelle compte comme ayant réussi à terminer la quête. Elle lui dit qu'elle le compte, le faisant se sentir victorieux. Plus tard, Isu prend une douche dans la salle de bain de Lisa et n'arrive toujours pas à y croire. Il se souvient à quel point Lisa était belle quand elle l'a invité à prendre une douche et à passer la nuit chez elle. Lisa crie de l'autre pièce qu'il y a une serviette et des vêtements de rechange prêts pour lui. Isu, conscient de lui-même, saisit la serviette et les vêtements. Il sort de la salle de bain en portant les vêtements prêts pour lui. Alors qu'il remercie Lisa, il prend conscience de l'avoir nettoyé ses sous-vêtements pour lui. Il s'excuse, mais la femme est plus préoccupée de voir comment les vêtements de son père lui vont. Elle se porte alors volontaire pour nettoyer ses blessures. L'entendre si inquiète pour sa blessure lui rappelle à quel point Elma l'a fait se sentir mal chaque fois qu'il se blessait et le rend heureux que les autres ne soient pas comme le même test. Lisa soulève ses vêtements pour jeter un coup d'œil à ses blessures quand il prend conscience de son toucher. Elle est surprise que toutes ses blessures aient disparu. Elle regarde de près son visage pour voir s'il a plus de blessures, faisant rougir le jeune homme. Maintenant qu'elle l'a mentionné, il s'est rendu compte que cela ne piquait pas quand il a pris une douche. Lisa pense qu'il est incroyable pour son immortalité. Plus tard, elle organise un festin et dit à Isu que c'est pour le héros immortel de leur ville. Elle l'informe que ce sont les habitants de la ville qui ont apporté toute la nourriture pour lui. Isu demande avec humilité s'ils sont vraiment sûrs qu'il peut avoir toute cette bonne nourriture, alors Lisa lui rappelle qu'il est un héros. Elle explique que la ville subit la colère des dragons et des lézards depuis de nombreuses années maintenant. Elle se souvient comment le dragon ordonnait aux hommes lézards de prendre de la nourriture dans la ville. Elle pleure toutes les vies perdues à cause d'eux. Elle a l'air si triste qu'Isu lui demande si son père a été victime de ces monstres. Lisa le corrige en disant que ses parents sont juste en voyage en ce moment. Elle se sent cependant triste que les gens aient dû quitter la ville par manque de nourriture. Elle dit qu'il n'y a pas une âme dans la ville qui ne lui soit reconnaissante d'avoir éradiqué leur source de mal. Elle l'invite à rester pour rassurer les gens que tout va bien à nouveau dans la ville. Elle ajoute aussi que cela la rendrait heureuse s'il restait. Instantanément, Isu jure qu'il restera pour elle. Lisa est contente, sachant qu'avec lui dans la ville, tout le monde se sentira en sécurité. Elle prédit que ce sera dur pour lui car les gens vont entrer en frénésie juste en le voyant passer. Le lendemain, les gens dans les rues n'arrêtent pas d'offrir de la nourriture et de l'admiration envers Isu, qu'ils appellent maintenant le tueur de dragons. Grâce à la quête réussie, Isu a gagné de nouveaux équipements et une dague de haute qualité. Le lendemain, les gens continuent de l'entourer alors qu'il marche dans la rue. Le jour suivant, de plus en plus de gens l'entourent au point qu'il ne peut plus respirer ni bouger. Il prend l'habitude de se cacher à chaque fois qu'il voit des femmes admiratrices s'approcher. Il craint également que s'il se fait trop remarquer, ce ne soit qu'une question de temps avant qu'Alma ne le retrouve. À part ça, il se sent coupable que les gens le louent juste parce qu'il a eu de la chance avec le dragon. Il se souvient qu'il a juré de devenir plus fort. Il se tient devant la guilde, hésitant à dire au revoir à Lisa. Il est surpris quand Lisa ouvre la porte pour le trouver dehors. Pourtant, il voit que c'est sa chance de lui parler. Il lui dit qu'il quitte la ville. Il devient triste quand Lisa dit nonchalamment qu'il devrait faire attention comme si de rien n'était. Elle lui dit qu'elle ne souhaite pas l'arrêter, mais lui demande pourquoi il part. Il partage avec elle sa promesse à sa mère lorsqu'il est parti en voyage, qu'il deviendra assez fort pour protéger les gens. Lisa pense que son objectif est merveilleux, et elle dit donc qu'elle l'encouragera. Elle sort une carte de l'île volcanique de Margaret près de leur ville et lui parle de la rumeur selon laquelle il se verra accorder d'énormes pouvoirs là-bas s'il gagne la faveur du dieu là-bas. Elle l'informe que beaucoup ont essayé d'acquérir ce pouvoir, mais aucun n'a réussi. Elle partage sa conviction qu'il sera celui qui obtiendra finalement ce pouvoir. Plus tard, Isu monte à bord d'un navire en direction de l'île de Marguerite, et les habitants de la ville le saluent alors qu'il quitte le port. Au loin, Isu peut voir l'île volcanique. Il peut également voir le temple à côté du volcan. Isu arrive au port de l'île volcanique de Malgrade. Là, il rencontre le vieux maire, Cliff, qui lui dit qu'il l'attend et qu'il a entendu parler de lui par Lisa et sait qu'il souhaite visiter le sanctuaire. Le vieil homme avertit que le sanctuaire volcanique est un terrain sacré perfide où les aventuriers voyagent pour acquérir la compétence de résistance au feu, mais seuls quelques-uns reviennent. Il lui demande s'il a le courage de visiter un tel endroit,
et Isu répond que oui. Pour sa réponse, le maire lui donne la carte du sanctuaire. Enfin, Isu est arrivé à l'entrée de la grotte, et avec ses stalagmites pointues et ses soupçons de magma incandescent à l'intérieur, c'est comme s'il était sur le point d'entrer dans les mâchoires d'un dragon géant. Kaya, la prêtresse du sanctuaire, dit qu'elle l'attendait et se propose d'être son guide à travers le sanctuaire. Ils empruntent un étroit chemin de pont au-dessus d'une piscine de magma. Kaya montre qu'au bout du pont se trouve l'entrée du sanctuaire. Alors qu'il marche, Isu marche sur une pierre faible, le faisant tomber vers le magma. Kaya crie pour lui. Le jeune homme panique alors qu'il continue de tomber. Il croit que c'est sa fin. Il frappe la lave seulement pour être surpris qu'elle ne soit pas chaude et qu'elle soit plus réconfortante. Il entend une voix lui dire qu'ils l'attendent depuis longtemps. Ils lui disent qu'en l'honneur de sa bravoure et de son talent d'épéiste, ils lui accorderont une fraction de leur pouvoir. D'une manière ou d'une autre, Isu sait ce qu'il ressent et sait qu'il a maintenant la capacité de voler. Il ouvre les yeux en se sentant puissant. Un phénix s'élève de la mer de magma. Devant Kaya vole l'oiseau majestueux. Isu s'est transformé en le grand émissaire du feu, qui peut instantanément guérir toute blessure, y compris la mort, et annuler toute attaque basée sur le feu. Le phénix se retransforme en Isu, et il dit à Kaya qu'il est désolé de l'avoir inquiété. Il l'assure qu'il va bien. Kaya devient confuse, lui demandant de mettre des vêtements. Au moment où Isu réalise que ses vêtements ont brûlé, il essaie de se couvrir. Les yeux de Kaya sont rivés sur son corps malgré le fait qu'elle fasse semblant de se couvrir les yeux. Plus tard, il retrouve Markleaf qui est heureux d'apprendre qu'il a rencontré le dieu du feu. Kaya lui parle de Hinoka, la divinité du feu qui demeure dans le temple du volcan, qui prend l'aspect grandiose d'un oiseau. Elle l'informe des 5 dieux élémentaires qui accordent des compétences aux humains en plus de la déesse et de la façon dont Hinoka, le dieu du feu de Malgris, est l'un d'eux. Isu veut confirmer qu'il a bien été béni par le dieu du feu, mais demande qu'il sorte pour qu'il ne brûle pas la maison. Une fois dehors, Isu active sa capacité enveloppant tout son corps de flamme. En une seconde, il devient le phénix devant Cliff et Kaya. Les deux s'émerveillent de ce qu'il ressemble exactement au dieu du feu des légendes. Cliff demande à le toucher, alors le jeune homme dit qu'il peut le faire. Lui et Kaya touchent doucement son aile et n'arrivent pas à croire qu'il touche quelque chose d'aussi divin. Il le remercie de leur avoir donné l'opportunité de le faire. Izzy reprend sa forme humaine et réalise que la flamme n'a pas brûlé la serviette qu'il porte. Cliff dit qu'il est honoré de voir Hinoka, mais Izzy dit qu'il est simplement le messager. L'entendre dire qu'il est son messager convainc Cliff et Kaya qu'ils doivent lui donner quelque chose. Plus tard, Cliff, Kaya et Isu se dirigent vers l'entrée du temple où ils descendent le long escalier. Au bout se trouve un étang. Au centre de l'étang se trouve une barrière d'eau en lévitation contenant un costume rouge à l'intérieur. Cliff informe Isu que ce sont les robes de Phénix, et c'est la tenue que porterait le messager de Hinoka. Isu s'émerveille de sa beauté. Il demande s'ils veulent qu'il l'ait. Cliff lui dit qu'il peut l'avoir tant qu'il peut briser son sceau. Isu comprend qu'ils veulent qu'il prouve sa valeur en tant que messager de Hinoka. Il s'approche lentement de la barrière avec appréhension. Lentement, il la touche avec son doigt. Elle éclate comme une bulle, libérant les robes. Cliff et Kaya sont choqués de voir que c'était si facile. Plus tard, Isu porte la tenue rouge pour la première fois. Cliff et Kaya sont heureux de voir qu'elle lui va bien. Plus tard, les deux pères trinquent en célébration d'Isu, car ils pensent qu'il est Hinoka au lieu de leur messager. Isu essaie de les corriger en disant qu'il n'est que le messager, mais Kaya lui dit qu'il devrait les excuser de penser qu'il est le dieu du feu en chair et en os parce que pour eux, y compris elle, il est comme une divinité. Cette nuit-là, Kaya frappe à la porte de la chambre d'Isu. Isu ouvre la porte et lui demande ce qui l'amène à lui. La jeune fille lui dit avec un sourire et une révérence qu'elle est venue le servir pour la nuit et porter ses enfants. En entendant cela, le jeune homme est choqué. Kaya est entré dans la chambre d'Isu et s'offre maintenant à lui. Le jeune adolescent se demande pourquoi cela arrive et suggère qu'ils s'assoient tous les deux d'abord. Kaya prend cela pour signifier qu'il la trouve indésirable. Izzy agite ses mains vers elle pour montrer que ce n'est pas le cas alors qu'il continue de reprendre ses esprits. Kaya explique qu'elle est une prêtresse du sanctuaire. Maintenant que l'existence de Hinoka a été révélée, elle a la responsabilité de transmettre cela aux générations futures. Avoir une prêtresse du sanctuaire qui hérite de la lignée du messager est essentiel. Elle s'incline devant lui et le supplie de la laisser avoir son enfant. Izzy réfléchit un instant, puis une idée lui vient. Il lui demande si elle est vraiment d'accord avec ça. Kaya lui sourit en disant que ce n'est pas un problème. C'est son destin en tant que prêtresse. Izzy répond qu'il pense que c'est mal, car coucher ensemble devrait être fait par des gens qui s'aiment vraiment. Il ajoute que même s'ils avaient un enfant, il ou elle supporterait alors la pression toute sa vie. Ainsi, il serait préférable que tout le monde choisisse les jeunes filles comme stars des festivals et offre des offrandes à Hinoka. Il conclut en disant que c'est ce qui le rendrait vraiment heureux. Kaya réfléchit à ses paroles et est convaincue. Elle s'excuse d'avoir été présomptueuse. Isu lui dit alors de rester pure pour quelqu'un qu'elle aime de tout son cœur. Kaya quitte ensuite la pièce, et Isu enfouit son visage dans l'oreiller. Il regrette de ne pas avoir profité d'une petite fille innocente. Le lendemain matin, une foule immense est dans la rue avec des citoyens désireux d'apercevoir Isu. Il réalise qu'il se fait remarquer et craint qu'Alma ne le trouve. Ce soir-là, Cliff et Kaya sont venus lui faire leurs adieux.
Elle lui dit qu'elle attendra sa visite pour toujours. Isu lui prend les mains et l'assure qu'il reviendra. Il les remercie pour tout, puis se transforme en sa forme de phénix. Sa destination est la ville d'arts martiaux de Liaoninga. Il a entendu dire qu'il y a une arène où les aventuriers s'affrontent pour tester leurs compétences. De nombreux guerriers du monde entier se rassemblent ici. De plus, il pourra acheter des armes intéressantes. Ce plan est anéanti, cependant, car à son arrivée, tous les magasins sont fermés. Kazu n'arrive pas à y croire et s'assoit sur un banc du parc, l'air déçu. Il aperçoit deux types musclés se dirigeant vers un magasin et est choqué de les voir entrer. Il se dirige vers la porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il voit qu'ils sont en train de voler le magasin pendant que Ria, la propriétaire, et sa fille, Fio, se recroquevillent derrière le bureau. Le voleur le plus âgé menace même de faire des choses viles à Ria la nuit. Isu entre dans le magasin et les empêche de faire plus de mal. Les voleurs sont furieux et lui hurlent dessus pour s'être interposés. Ils choisissent de ne pas se battre et partent après avoir menacé d'écraser le magasin. Ria sourit et remercie Isu de les avoir sauvés. Il demande ce qui se passe. Elle répond que ces types voulaient écraser son magasin et les menaçaient sans cesse de participer au festival du dieu martial. Isu n'a aucune idée de ce que c'est, ce qui surprend Ria. Elle explique qu'il s'agit d'une compétition qui a lieu tous les 2 ans entre les magasins d'armes pour voir qui est le meilleur artisan. Izzy se demande pourquoi elle ne se joint pas, et elle dit que son mari était le meilleur forgeron de la ville. Ils ont remporté le festival plusieurs fois. Cela a rendu certaines personnes rancunières. Une semaine après le dernier festival du dieu martial, son mari a été assassiné. Izzy a été stupéfait d'entendre cela. Les autorités ont dit que c'était une mort subite, mais elle croit qu'il a été tué par les mêmes personnes qui harcèlent maintenant son magasin. Maintenant, ils veulent qu'elle participe en croyant qu'elle va perdre, et ils peuvent alors embarrasser encore plus son magasin. Ria, cependant, est déterminée à ne pas se joindre car elle pense que ses compétences ne sont pas égales à celles de son mari. Si elle perd, alors son magasin ne sera plus considéré comme le numéro 1, ternissant l'héritage de son mari. Izzy répond que ces types vont écraser le magasin qu'elle participe ou non. Il dit ensuite qu'il gagnera en utilisant ses armes. Rie s'envoie alors qu'Izzy jure de gagner le festival du dieu martial. Il lui demande donc de forger la meilleure arme qu'elle puisse. Rie réfléchit un moment, puis se fâche un peu, qualifiant l'idée d'idiote. Les armes qu'elle fabrique sont limitées, il sera donc difficile de gagner en utilisant celle-ci. Isu dit que cela n'a pas d'importance, et il gagnera quand même avec ce qu'elle lui donnera. Ria réfléchit à ses paroles pendant une seconde, puis éclate de rire. Elle est d'accord avec ce qu'il a dit et dit qu'elle compte sur lui. Elle l'informe également qu'il n'aura que 3 jours pour s'entraîner une fois l'arme terminée. Izzy ne s'attendait pas à entendre ça et a poussé un cri. Ria dit que le festival a lieu dans 10 jours, et qu'il faudra une semaine pour fabriquer une arme. S'il ne peut pas maîtriser l'arme dans ce délai, il n'y a aucun moyen qu'il puisse gagner. Izzy se rend compte qu'il a peut-être vu trop grand. Quelque temps plus tard, il est dehors en train de s'entraîner à balancer une hache empruntée. Il n'est pas super inquiet car il a toujours la compétence de Phénix et une endurance pratiquement infinie. Il peut également déclencher des techniques d'attributs de feu, il pourrait donc probablement réussir à gagner avec n'importe quelle arme au hasard. Il continue de balancer la hache en perfectionnant ses compétences. Cependant, il pense que ce ne sera pas suffisant pour gagner de cette façon, car Rhea a conclu un accord avec lui. Il abaisse la hache et coupe un morceau de bois en 2. Il s'assoit ensuite, fait une pause et se demande quelle arme lui conviendrait le mieux. Si c'est une épée, il commence à imaginer quelle serait la réaction d'Elma. Il se demande pourquoi il pense encore à elle alors qu'il regarde le coucher de soleil à l'horizon. Soudain, un étranger apparaît et lui demande s'il est troublé par le même test. Isu est surpris car nous voyons qu'il s'agit d'une personne mystérieuse en robe noire. Elma charge Saxon sur une charrette tout en pensant encore à Isu. Elle est folle qu'il ait osé lui dire de telles choses. Elle tape du pied par colère et jure de le faire ramper. Elle donne ensuite un coup de pied à la charrette, se demandant pourquoi Isu n'est pas encore revenu alors qu'il est censé faire ce qu'elle lui demande. Une fissure apparaît sur la charrette, et elle s'effondre bientôt en ruine. Elma tombe à genoux, se sentant impuissante, puis crie d'agonie face à ce qu'est devenu sa vie. Un homme d'âge moyen rond et d'apparence aimable lui demande alors si quelque chose ne va pas. Elma se lève, l'air fier et hautaine. Elle sourit ensuite largement et dit qu'elle va bien. Au fond d'elle, cependant, elle prie pour qu'il remarque ce qui est arrivé à sa charrette, qu'il voit qu'elle a des ennuis et qu'il lui propose son aide. L'homme nommé Valko vérifie ensuite la charrette et dit qu'elle ne peut pas charger des bagages comme ça. Elma agit maintenant comme une sainte et dit qu'elle n'a pas le choix car elle doit poursuivre son voyage pour le monde. 10 minutes plus tard, Valko revient avec sa propre charrette et la lui offre. Elle est ravie car tout le monde n'a pas d'autre choix que d'aider une sainte. Agissant toujours comme une fillette, elle dit qu'elle n'est pas sûre qu'une sainte fragile comme elle puisse tirer une charrette aussi lourde. Valko sourit et dit volontiers qu'il s'occupera des bagages lourds et qu'il sera son compagnon de voyage. Elma sourit et un peu plus tard, tous les bagages ont été chargés sur la charrette. Elle lui remet de l'argent signifiant qu'elle l'a officiellement embauché, puis s'assoit sur la charrette. Elle demande joyeusement qu'il parte pendant que Volko prend les rênes et tire la charrette. C'est une belle journée ensoleillée,
mais à sa grande surprise, Valko s'arrête bientôt pour se reposer. Elle se demande s'il vaut l'argent qu'il lui a donné. Elle entend alors des filles parler du tueur de dragons qui est apparu à Argai. Il a vaincu un dragon tout seul et est censé être très beau. Elle décide d'y aller en espérant le voir. Après avoir entendu cela, Elma déclare qu'elle devrait aussi se diriger vers Argat. Dans son esprit, elle obtiendra un héros plus beau et plus fiable qu'Izu. Elle montre la direction que les filles ont prise et ordonne à Valko d'aller dans cette direction. Cependant, il faut attendre le soir pour arriver car son assistant ne cesse de faire des pauses. Elma se sent frustrée, mais active toujours son aura de sainte pour remonter le moral au cas où des monstres apparaîtraient. Elle se pavane dans la rue principale comme une candidate de concours de beauté, pensant que le tueur de dragons la remarquera. Deux enfants surgissent alors devant elle, lui barrant le chemin. Elma se met en colère et leur hurle de se pousser de son chemin. Il s'enfuit en courant, effrayé. Elma reconnaît alors la guilde et se dirige vers la porte. Elle se tient devant quand Lisa ouvre soudainement la porte avec force, frappant le visage d'Elma. Valko, quant à lui, joue joyeusement avec le chien. Lisa prend une serviette et s'excuse auprès d'Elma, qui a maintenant une bosse sur le front. Elle parvient à contrôler sa colère et à sourire à la réceptionniste. Lisa reconnaît maintenant la sainte et s'excuse encore plus pour ce qu'elle a fait. Elle m'a dit que ce n'est pas grave, mais dans son esprit, elle veut la réduire en cendres. Lisa révèle ensuite qu'elle a fait la même chose au tueur de dragons. Elma est surprise d'entendre cela et demande où se trouve le héros en ce moment. Lisa répond que le tueur est parti pour Marguerite. Elma se précipite alors hors de la guilde, claquant la porte derrière elle. Elle revient rapidement pour demander son chemin tout en entendant un son. Lisa lui dit que Marguerite est une île volcanique au sud de Argai. Elma demande à nouveau si le tueur de dragons est là, et Lisa le confirme. Elle ajoute qu'il est parti il y a 5 jours. Elma demande alors avec enthousiasme quand le prochain navire pour l'île part, et Lisa répond dans 10 minutes. Elma se précipite hors de la guilde et heurte Valko à l'extérieur. Elle lui ordonne de l'emmener rapidement au port. Il se déplace trop lentement pour elle, alors elle le place dans la charrette, et c'est elle qui la tire aussi vite qu'elle le peut. Alors qu'elle se précipite vers le port, elle réalise qu'elle n'a pas mentionné le nom d'Izu. Elma arrive à temps et ils montent à bord du bateau. Ils arrivent sur l'île, et elle commence immédiatement à interroger les habitants sur le tueur de dragons. Chaque personne à qui elle demande, cependant, n'a aucune idée de qui elle parle. Elle tombe à genoux, se demandant pourquoi personne ne connaît Jiu. Elle entend alors des gens parler de la façon dont Inoka les protégera de la pluie. Elle demande s'ils font référence au tueur de dragons. Ils répondent qu'Inoka pourrait probablement battre le tueur de dragons. Ils pointent vers le sanctuaire, disant qu'il y réside et protège l'île. Cela remonte le moral d'Alma, qui décide maintenant de s'y rendre. Un citoyen dit même qu'elle pourrait recevoir son pouvoir. Elle crie sur Valko, qui commence à être stressé par son nouveau patron. Elle lui dit leur nouvelle destination, et ils partent avec Elma, excité à l'idée d'obtenir de nouveaux pouvoirs. De retour à Leaninga, Izu est toujours occupé à se préparer pour le festival du dieu martial. Cependant, il se retrouve maintenant face à face avec un mystérieux étranger à pied. Il agite un peu ses mains et est capable de voir qu'Izu a la compétence du phénix. Le jeune héros demande comment il sait cela. La figure encapuchonnée répond que l'oiseau immortel est lié par les sanctas humains. Il ajoute qu'Izu ne doit pas oublier ces mots avant de le conduire dans la rue. Il se demande ce que signifient les mots, puis pense au terme 7 sancta. Soudain, il devient très stressé en réalisant qu'Elma fait partie des 7. Si Izu est l'oiseau immortel entouré des 7 saints, alors sont-ils ses alliés ou ses ennemis? Chacun des sanctuaires manie une arme sacrée, commandant sa maîtrise. Avec cela, il se demande quelle arme il a besoin pour les égaler. Plus important encore, que peut-il utiliser pour gagner le festival du dieu martial? Juste à ce moment-là, une voix brillante demande s'il s'est entraîné tout ce temps. À son grand plaisir, Ria est venue avec des collations et lui dit de faire une pause. Son timing est incroyable car il commençait juste à avoir faim. Le repas commence par une grosse bouchée de pain. Curieuse de savoir comment il se débrouille, on lui dit qu'il se débrouille plutôt bien avec une hache. Cependant, il regarde l'arme courte et ne peut s'empêcher d'hésiter. Il demande à la forgeronne quelle est, selon elle, l'arme qui lui convient le mieux. C'est une question soudaine et inattendue, mais malgré tout, elle lui offre un sourire rassurant et lui dit de choisir celle qu'il préfère. Izu la regarda fixement comme s'il ne pensait pas à cette option auparavant. La réponse serait alors une épée car il avait passé tellement de temps à regarder Alma se battre avec la sienne. Il pense à ce qu'il sait réellement sur le maniement de la lame. À côté de son ami qui utilise sa compétence de test de champ pour maîtriser toutes les techniques d'épée, il a encaissé des dégâts qui lui étaient destinés. Avec cela, il réalise ce dont parlait la fille plus tôt. Ses yeux brillèrent, disant qu'il peut maîtriser n'importe quelle arme qu'on lui donne, et demande une faveur à la forgeronne. Le jour du festival du dieu martial est arrivé. Il est enfin temps pour l'aventurier maniant les armes de Ria de montrer ce qu'ils ont à offrir. La mère et la fille ont regardé fièrement Isu s'avancer pour faire de son mieux. Il tenait la poignée de son nouvel équipement recouvert de rouge pour correspondre à son équipement de dieu phénix. D'autre part, son adversaire était vêtu d'une armure épaisse et portait une épée plus longue que son corps. L'homme a regardé la chose sur sa main, qui était considérablement courte et de forme étrange.
Elle a été fabriquée dans la célèbre boutique de Ria, mais elle ressemble à une épée assez déséquilibrée. Cela dit, ce n'était pas seulement pour le spectacle. Tout le monde est surpris par ce qui se passe ensuite, car la poignée et la lame tronquée ont soudainement éclaté en un éclat de flamme. Il l'appelle l'épée lame du démon, prête à dévorer tout ce qu'elle touche dans un brasier rageur. Cependant, une arme d'attribut n'est pas rare dans leur monde, et la défense spécialisée de l'adversaire est utilisée pour de telles choses. Leurs armes se sont affrontées et des vagues de feu ont déferlé. N'étant pas du genre à être sous-estimé, le remplaçant s'intransformait sépare ses armes. À la surprise de l'homme, il était maintenant face à un manieur de double épée. Malgré leur taille, elles étaient loin d'être douces, car les flammes jaillissaient comme un volcan. Comme son adversaire, Elma utilise souvent uniquement des techniques d'épée longue, donc celui qui peut instantanément changer de forme comme il le souhaite est plus fort que la sainte elle-même. Avec un seul coup d'épée du démon, l'homme couvert de couches d'acier trempé est tombé au sol. Le public a applaudi et toute l'arène a rugi, réagissant au vainqueur du match. Rhea et Fia regardaient depuis les tribunes en lui faisant joyeusement signe. Bien que ce soit une démonstration splendide, elle est juste contente qu'il soit en sécurité. Il insiste sur le fait que c'est grâce à l'épée qu'elle a forgé si habilement. D'autre part, elle doit reconnaître à quel point il est habile à maîtriser la lame du démon si rapidement. Il y a à peine quelques jours, il avait demandé l'impossible, une arme d'attribut de feu capable de prendre de nombreuses formes. Le garçon était certain qu'il pouvait le gérer car il avait la capacité de pseudo-sein de l'épée équivalente à celle d'Elma. Grâce à sa conversation avec elle, de nouvelles possibilités s'ouvrent à lui. La nouvelle compétence lui permet de maîtriser les mêmes techniques que les mêmes tests pour lesquels il se substitue. De plus, son pouvoir ne se limite pas aux techniques d'épée longue et était assez polyvalent. Avec cela, il baisse la tête et demande qu'elle accorde sa requête absurde. Les deux reconnaissent les compétences de l'autre, et il promet de gagner le tournoi dans son ensemble. Ria croit qu'il y arrivera, mais le chemin pourrait ne pas être aussi facile qu'il s'y attend. En dessous d'eux, un grand homme balançait son fléau contre une guerrière. Elle était beaucoup plus petite et utilisait une lance, mais un mouvement de sa part brise son équipement et le fait dégringoler sur le sol. Le public regardait avec étonnement. Arcadia, le même test avec la compétence, lance divine, se tenait fière et grande. L'arme dans sa main a été fabriquée par la société Ganfried, la même qui a attaqué le tir de Rhea. Si les deux guerriers se rencontrent, elle ne lui montrera certainement aucune pitié. Étonnamment, le jeune homme ne s'en soucie pas du tout, ayant une confiance totale dans la lame du démon qu'elle a faite pour lui et dans sa capacité à l'aider à remporter le championnat. Bien que son effronterie la stupéfie au début, elle parvient à rire, encouragée par son attitude heureuse et confiante. Avec ça, elle lui dit de faire de son mieux et de viser la victoire lors des prochains matchs. Au deuxième tour, Izzy affrontait un utilisateur de l'attribut de l'eau qui a succombé à ses flammes bouillonnantes. Il n'a pas fallu longtemps pour que le troisième adversaire perde, et Arcadia se débrouillait aussi bien que lui. En demi-finale, elle se bat contre un homme armé de gantelets, ce qui rend l'issue imprévisible. Ses vêtements étaient en lambeaux et ses muscles étaient meurtris par les coups. Toujours en train de regarder, le jeune homme a finalement remarqué à quel point elle était belle. Il y avait plus en elle que son visage, et elle le prouve en frappant son ennemi profondément dans le ventre. En la voyant se tenir debout en tant que vainqueur, Isu se demandait si tous les seins étaient beaux. Les deux se sont regardés dans les yeux, et à sa grande surprise, Arcadia l'a regardé droit dans les yeux, ne ménageant aucune colère dans son regard bouillonnant. En fin de compte, il semble qu'il soit destiné à être ciblé par des seins. Ils allaient avoir un match demain, et cela allait décider du vainqueur final. Il doit y avoir pas mal de gens qui l'envient d'être allés aussi loin, et il en est sûr car des aiguilles empoisonnées l'attaquent depuis un certain temps maintenant. Présenté avec un autre repas succulent, on interroge Isu sur son plan car les hommes de Ganfried prévoient de les éliminer complètement. Il fait valoir qu'il est leur principale cible car ils veulent l'éliminer pour avoir défié l'arme d'Arcadia. Cela n'aura pas d'importance pour un immortel, mais ils pensent qu'ils n'ont pas l'intention de le tuer. Leur conversation est interrompue car il sent quelque chose s'approcher de près. Sans scier, il attrape une aiguille empoisonnée à quelques centimètres de ses yeux. Fia court vers sa mère, complètement effrayée, et Isu doit regarder les deux civils s'embrasser de peur. Le jeune homme réalise quelque chose d'important. Si les choses continuent ainsi, Ria et sa fille pourraient être prises en otage, il doit donc faire quelque chose. Alors qu'il était sur le point de partir, une main l'a ramené en arrière. La petite fille l'a appelé en disant qu'il devait revenir, contrairement à son père qui est décédé. Avec un sourire éclatant, il lui tapote la tête, promettant de revenir et de les protéger toutes les deux. Il l'encourage, et il part régler les choses de ses propres mains. Partant, il saute de bâtiment en bâtiment, voyageant légèrement dans la nuit. Après un certain temps de recherche, il voit quelques silhouettes encapuchonnées dans une ruelle. Sans perdre une seconde, il saute avec sa main tirée vers l'arrière. Un coup de poing fait tomber le premier homme, mais il y en avait un autre dont il fallait s'inquiéter. Isu se tourna brusquement et leva la main avec un mur de flammes brûlant. Pendant que l'ennemi était préoccupé par cela, il a couru le long d'un mur et s'est accroché à un rebord. Les fenêtres se sont ouvertes pour révéler un autre homme à capuche qui a ensuite sorti son poignard pour se débarrasser de l'intrus.
Un coup le renvoie et permet aux messagers de Phénix d'entrer dans le bâtiment. Des cris ont retenti, mais ils ne pouvaient pas voir d'où ils venaient. Étonnamment, plusieurs des hommes à l'intérieur étaient déjà KO, mais les cris terrifiés ne s'arrêtaient pas. Il regarda autour de lui avec urgence, forcé d'écouter la voix implorer le pardon. Réalisant que ce n'était pas là, il a sauté de nouveau dans la nuit. Parmi les toits, il est surpris de voir un visage familier. Elle dit qu'il est venu plus vite qu'elle ne s'y attendait. Arcadia était là tenant un homme à capuche par le cou. Comme plus tôt, il se regarde dans les yeux. Demandé ce qu'elle faisait, la sainte a jeté l'homme de manière menaçante par-dessus le toit. S'approchant, elle dit qu'il n'y a pas besoin d'être sur ses gardes car elle n'a pas l'intention de se battre. Il s'interroge sur ses intentions, confus car il pensait que les hommes étaient ses compagnons. Elle raille à cette idée, trouvant cela ridicule car elle ne s'allierait jamais avec de la racaille comme eux. La femme est inscrite au match sous la société Ganfray, mais n'importe qui aurait fait l'affaire pour elle. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de quelqu'un pour fabriquer une arme assez forte pour gérer son pouvoir. Ensuite, il se demande quel est son but et pourquoi elle les a aidés. Les questions la font sourire, pleinement préparée avec une réponse. Évidemment, elle fait tout cela pour pouvoir le combattre à pleine puissance, debout ensemble dans la nuit. Il ne comprend toujours pas à quoi cela lui sert. Cependant, elle n'a pas besoin qu'il croie et peut simplement agir selon sa propre volonté. De cette rencontre, il réalise qu'elle ne tolérera rien qui interfère avec elle, mais cela ne fait que la rendre comme lui car elle apprécie de me comprendre. Il s'inquiète du fait que l'entreprise s'en prenne à elle après qu'elle ait éliminé leurs hommes. L'inquiétude d'Isu pour elle pique l'intérêt d'Arcadia, et elle regarde attentivement son visage, pensant avec enthousiasme au match à part entière qu'ils vont bientôt avoir. Retirant sa main, il reconnaît qu'il doit devenir sérieux ou cela pourrait devenir dangereux. Sous la lumière de la lune, les deux se sont fixés du regard avec un visage trompeusement doux mais condescendant, elle dit qu'elle ne comprend pas. Après tout, qu'il soit sérieux ou non, il n'y a aucun moyen qu'il puisse l'abattre. La déclaration a étonnamment rendu le jeune homme furieux, qui serre les dents et se sent soudainement très compétitif. Il se souvient alors de son temps avec Elma, qui insistait sur le fait que personne ne pouvait battre Isintès. Sa rêverie agace la femme qui a l'impression d'être ignorée. À ce moment-là, il voulait casser son joli nez au teint. Plus tard, Ria est réveillée par des bruits à l'extérieur. C'est Isu qui revient de la longue et fatigante nuit. Elle est contente qu'il soit revenu sain et sauf. Les deux dames étaient près des tables, ayant fait de leur mieux pour rester éveillées et l'attendre. Il met une couverture sur Fio, qui s'était endormi sur la chaise. Les deux se rattrapent ensuite et parlent de sa rencontre avec Arcadia. Même lui ne comprend pas pourquoi la sainte est excitée de le combattre. D'un autre côté, Rhea pense que c'est tout à fait naturel car on ne rencontre pas souvent un combattant comme lui. Elle le met en garde contre le manieur de lance, que personne n'a jamais vu connaître la défaite. En d'autres termes, c'est une femme qui fera et utilisera tout ce qu'il faut si cela signifie gagner. Enfin, le jour de la bataille décisive est arrivé. La sainte et le remplaçant se sont affrontés, tournant en rond et attendant le signal. Arcadia commence par le féliciter d'être courageusement sur scène. Le gong sonne pour commencer le match, et les deux passent immédiatement à l'action. La femme frappe en premier, levant sa lame haut, mais elle s'entrechoque simplement contre sa lame enflammée. Comme prévu, la sainte est forte. Profitant de sa naïveté, elle enfonce son arme plus fort et traverse son feu. Isu est forcée de dégringoler à travers l'arène, mais glousse bizarrement en se relevant. Légèrement irritée, elle se demande ce qu'il trouve de si drôle. Plutôt que de l'humour, il était plutôt content de l'échange. Après tout, qui ne serait pas heureux de trouver un adversaire puissant? Il semble qu'il devienne plus fort chaque fois qu'il interagit avec la sainte. Une voix faible a appelé la sainte en haletant et épuisée. Volka était toujours traînée par Elma, qui a annoncé passionnément leur arrivée. Devant eux se trouvait le sanctuaire sur le volcan. Elle avait l'intention de forcer Inoka à rejoindre son groupe et regarda prudemment dans la petite ouverture. Le civil grassouillet est tombé au sol, incapable de supporter la chaleur émanant. Souriant, mais tout aussi furieux, elle l'encourage à continuer. Cependant, il a atteint sa limite et était juste prêt à l'attendre là. Juste à ce moment-là, une voix familière a appelé en demandant qui ils étaient. Kaya les regarda avec un regard confus. Entendant leur souhait de rencontrer le dieu, la jeune fille les conduit à travers le chemin brûlant. Elma n'a pas pu s'empêcher de regarder autour d'elle, inquiète pour les environs. Tout le monde ne peut pas rencontrer Inoka, même s'il le souhaite désespérément. Encore une fois, mettant son jeu en marche, la sainte dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour elle. En arrivant à une falaise, on lui dit que celui qu'elle cherche est en bas et qu'elle peut sauter pour le rencontrer. Si elle est vraiment une sainte comme elle le prétend, elle devrait être capable de le voir sans problème. Elma ne pouvait pas croire l'absurdité qu'on lui disait de faire. Elle ne serait normalement pas en mesure de confirmer cela, mais Kaya a heureusement eu une rencontre personnelle. Encore incrédule, la jeune fille regarda par-dessus la falaise et dans la piscine de magma en ébullition. La bulle éclate et un peu lui éclabousse le nez, suscitant bientôt un cri de douleur perçant, assez fort pour atteindre Valko à l'extérieur. Courant partout, on dit au test de synchronisation de se calmer car ils étaient dans un lieu sacré. Bien qu'elle souffre, l'instruction lui rappelle l'image qu'elle doit maintenir.
Le but était de rencontrer Inoka, elle doit donc faire quelque chose à propos de la situation. Excusant son bruit, la jeune fille se ressaisit et s'avança, atteignant bientôt le bord. Elle était sur le point de sauter quand Kaya appela pour partager que quelqu'un était devenu le messager du dieu récemment. La prêtresse du sanctuaire sourit vivement, annonçant la bonne nouvelle. Elma est choquée et incrédule, mais plus tard dans la ville, elle soupire de soulagement car elle a été à peine sauvée de brûler dans un lac de magma. Elle s'enquiert du soi-disant messager et on lui dit que c'est un homme courageux et merveilleux. Ne s'en souciant pas, elle insiste et demande les caractéristiques de la personne mystérieuse. Ne remarquant pas la colère dans le sourire de la jeune fille, Kaya continue en disant comment il se transforme en un majestueux oiseau de feu. Finalement, elle demande où est cette personne et on lui dit qu'il s'est rendu dans la ville des arts martiaux pour améliorer davantage ses compétences. Sur le prochain bateau vers sa destination, Elma a renoncé au tueur de dragons, mais visait maintenant le messager, sans savoir qu'il s'agissait de la même personne. Elle regarde ensuite Valko, qu'elle considère maintenant comme un cochon qui est un poids mort. Dans des moments comme ceux-ci, elle se souvient d'Izu et se rappelle à quel point il était attentionné malgré son inutilité. Des souvenirs de la façon dont elle le traitait comme un esclave lui traversèrent l'esprit. Les larmes lui montent aux yeux, et elle crie de frustration, l'appelant avec nostalgie. Voyant une fois de plus le pathétique état de Valko, elle décide de le laisser au prochain point d'escale. Avant de se séparer, elle se dirige vers un étal pour lui acheter un dernier repas. Alors qu'il était sur le point de prendre une bouchée, elle appela avec quelque chose d'important à dire. Il regarda avec urgence la princesse et son sandwich. Avec son agacement atteignant ses limites, elle révèle ensuite qu'elle envisage de se séparer de lui, ajoutant même quelques larmes au mélange. Alma partage son intention de recruter le messager et essaie de renvoyer l'homme terne de ses fonctions. Cependant, il ne comprend pas tout à fait ce qu'elle veut dire, rayonnant plutôt de respect pour elle. Ému par son cœur noble et sa compassion, il prit soudainement ses bras dans les siens et annonça qu'il allait l'accompagner jusqu'au bout du monde. Elle apprend son nom pour la première fois et, assez tôt, s'accroche au mât alors qu'une terrible tempête secoue leur navire. Valko s'accrochait au pont, se tenant à peine ensemble malgré son refus d'être renvoyé. Se tournant pitoyablement, il lui demande de faire quelque chose et d'arrêter la tempête en tant que sainte. Les autres passagers ont commencé à faire de même, tandis que l'un a même suggéré de la sacrifier aux dieux. La foudre a crépité et les gens se sont tus. Contrairement à ce qu'ils croient, une sainte n'est pas capable de tout faire. Pour l'instant, elle décide de retourner dans sa chambre et d'attendre que la tempête passe. Appelant Valko, elle joue un rôle gentil et suggère qu'il fasse de même. Après un moment de marche, elle atteignit sa chambre au bout du couloir et s'affala rapidement sur le lit d'épuisement. La mer était agitée, mais elle était enfin seule et pouvait se détendre. Juste à ce moment-là, un fort grincement résonna dans toute la pièce. Elma se retourna en urgence pour voir qui c'était et fut surprise de voir Valko debout près de sa porte et manifestement toujours malade en mer. Comme elle, l'homme s'affala sur le lit à côté du sien. Sa façade de sainte prime s'effondrait, et elle demanda avec indignation pourquoi il était là. Étant donné que le navire était complet ce jour-là, il devait partager une chambre, et il n'a même pas demandé sa permission. Cela ruine complètement sa patience, et elle a commencé à grommeler contre lui avec colère. C'est la première fois qu'elle se sent si mal, ayant l'impression que personne ne la respecte récemment. Pendant ce temps, Izzy se tenait contre Arcadia, qui était sûr qu'il ne pourrait pas battre quelqu'un comme elle. Il a maudit tous les saints. Les deux sur le navire continuent plus tard, et Elma demande à Valka ce qu'il peut faire. Incapable de donner une réponse correcte, il commence à marmonner comme un idiot et s'endort soudainement d'épuisement. C'est tellement grave qu'il tombe au canapé, mais ne sourcille pas en commençant à s'évanouir sur le sol. Encore une fois, elle compare à Izu, qui est un bien meilleur esclave que cette personne. Pendant leur temps ensemble, il était un remplaçant utile et était assez désireux d'apprendre autant que possible d'elle. Elle n'en a aucune idée. Mais à force de la regarder s'entraîner autant, le jeune homme était maintenant beaucoup plus fort qu'elle. Mettant une couverture sur le corps de Volka, elle lui donne une forte gifle et lui dit d'apprendre quelque chose d'utile si elle veut continuer à rester avec elle. Plus tard et de retour sur le terrain, elle étudie une carte attentivement. Leur destination semble encore assez loin, mais elle entend soudain un groupe de personnes parler d'une attaque d'un utilisateur de flammes. Elma appela, curieuse et désireuse d'en entendre davantage sur ce qu'il disait. Plus tard, elle est assise sur le banc et pense à la description de l'utilisateur de feu à double lame. Il ne faisait aucun doute que la description d'Inoka persistait encore dans la ville de Lininina. Pendant le festival du dieu martial, l'arène a éclaté d'applaudissements alors qu'Izu et Arcadia s'affrontaient lors de la finale du tournoi. Grâce à la sainte, le remplaçant avait trouvé une autre façon de devenir encore plus fort. Elle n'en croyait pas ses yeux, voyant qu'il s'améliorait réellement pendant le combat. Son arme s'était adaptée et transformée en une lance, une nouvelle compétence acquise après son attaque. Avec la pseudo-lance divine, il chargea sur elle avec un fort hors-cri. Des étincelles et des braises volent alors que leurs lames s'entrechoquent intensément. La sainte de la lance ne pouvait pas croire qu'elle était en fait à la traîne dans sa spécialisation. La voyant faire de son mieux, Izzy essaie de rendre la situation un peu plus compréhensible. La chaleur émanant de sa lame augmenta,
et elle grimaça et recula devant le rayonnement, qui lui brûlait pratiquement la peau. Juste comme ça, l'arrogante guerrière tomba au sol. Avec des compétences égales, il est naturel qu'il gagne avec une physique et des attributs supérieurs. Refusant d'accepter la défaite, elle se relève et riposte, mais un mouvement rapide et un coup de lui la font retomber ridiculement au sol. C'était un spectacle pathétique car son visage était sur le sol. En tant que sainte, il était impossible pour elle de perdre. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il est vrai qu'il n'a pas le même statut. Mais ayant subi l'oppression de quelqu'un, il a acquis suffisamment de compétences pour les vaincre. Serrant les dents de frustration, elle se relève et accepte de lui donner le titre de dieu martial. Cependant, elle a refusé et n'avait aucune intention de reconnaître qu'il avait vaincu un test de chant. Arcadia débordait de puissance, et il s'inquiétait de ce qu'elle allait faire ensuite. Allant de l'avant, elle était sur le point de découvrir toute sa force, non liée par les règles du match. Avec cela, la lance divine s'est progressivement transformée en lance sacrée. Il essaie de l'arrêter, sachant qu'une attaque de celle-ci pourrait finir par toucher également le public. Retirant l'arme, elle dit à Isu d'arrêter son attaque, qui peut même percer les étoiles. La lance renforcée s'est projetée vers l'avant. Il serra les dents et leva son arme pour se défendre et fut renvoyé en arrière lorsque les deux lames entrèrent en contact. Arcadia sourit, croyant que cela se terminerait par une victoire. Perdant patience, le jeune homme la traite de sainte stupide et invoque la puissance de Hanoka. Tout le public est choqué alors que la puissance du dieu phénix éclate, la dévorant dans un brasier déchaîné et intense. Elle brûle pendant quelques instants, et il finit par reprendre sa forme humaine. Au sol, son adversaire cligna des yeux, ne comprenant toujours pas ce qui venait de se passer. Le voyant marcher vers elle, elle se met à genoux et se demande pourquoi il l'a gardée en vie. Comme le gentleman qu'il est, Isu l'aide, disant qu'il ne ferait rien d'aussi dangereux. Après tout, son but était juste de gagner le tournoi et rien de plus. Depuis les tribunes, Ria était sous le choc, réalisant que son équipe venait de gagner. La foule a applaudi et l'arène est devenue folle. C'était une victoire complète, et l'honneur du forgeron a été restauré. Assez tôt, les gens ont recommencé à visiter sa boutique, espérant surtout voir le galant dieu martial. Isu les a accueillis avec un sourire timide. Et tandis qu'une femme mentionne le mari de Ria, l'autre appelle et annonce que le jeune homme est là. Le magasin était rempli de voisins qui n'avaient jamais pris le temps de parler au propriétaire auparavant. Même les enfants étaient là, disant qu'ils voulaient être le disciple de l'aventurier de la flamme. Comme la foule grossissait, Izzy réalisa que ça allait poser problème car Alma le retrouverait plus vite. Il se figea, se souvenant de Lisa parlant du saint épéiste qui le cherchait. Le jeune homme se dirigea rapidement vers l'auberge, disant qu'il devait faire quelque chose d'urgent. Déterminé à éviter son ami d'enfance, il se ferait un chemin à travers la foule et s'enfuit. Comme avant, il en avait absolument marre de voyager avec des saints. C'est une corvée, mais il doit encore voyager au milieu de la nuit. Alors qu'il était sur le point d'entrer dans sa chambre, une voix familière l'appela en disant qu'elle l'attendait. C'était Arcadia, une autre personne problématique qui semblait vouloir lui coller. Le regardant fixement, il lui demande ce qu'elle veut, mais elle lui dit de ne pas être sur la défensive car elle est juste venue avec une requête. Il se demande d'abord si ses blessures ont été soignées, mais elle rit et lui révèle que son employeur avait prévu un remplaçant pour elle. L'entendre parler de ça ne fait qu'attiser sa haine pour son genre. Passant à autre chose, elle suggère de parler dans sa chambre car il serait mauvais d'attirer une foule. Après un moment de réflexion silencieuse, un groupe de personnes a réellement commencé à se former, l'incitant à obéir. Comme elle n'aime pas tourner autour du pot, elle en vient directement au fait. La femme dit carrément qu'elle veut sa semence, et il hoche la tête sans expression. Sa compréhension arrive tardivement, et son visage devient pâle sous le choc. C'était une situation étrangement similaire à celle où Kaya avait demandé la même chose. Avant de partir, Isu décide de dire au revoir aux deux amis qu'il s'est fait en premier. Le soleil s'était à peine levé. Quand Rhea et Fio se sont réveillés pour répondre à ses coups, il s'excuse de les réveiller si tôt et demande si c'était vraiment bien pour lui de prendre l'épée démoniaque. Il n'y avait aucun doute à ce sujet puisqu'il est la seule personne qui peut la manier. Les deux dames lui font un sourire rassurant, et il retient à peine ses larmes, promettant de la chérir pour le reste de sa vie. Concluant la partie larmoyante, ils se séparent finalement, et on lui dit de revenir un jour. C'est pas avancé, mais pour une raison quelconque, il y avait une autre paire de pieds qui marchait à proximité. Il se tourne vers Arcadia et demande pourquoi elle le suivait si hardiment. La question suscite un regard vide et confus. Elle dit qu'il est tout à fait normal que sa femme l'accompagne. Alors, s'il lui rappelle qu'il a rejeté sa proposition, ne voulant pas reculer, la jeune femme dit que le rejoindre prouverait qu'elle est une partenaire convenable. Avec une pose fière, elle dit qu'elle s'est même cachée de son côté jusqu'à ce qu'il quitte la ville. Après tout, cela causerait un énorme scandale si les gens découvraient qu'ils voyageaient ensemble. Un frisson lui parcourt l'échine sachant que c'est la voie exacte pour être retrouvée par Elma. Sans choix, Isu lui permet de rester à ses côtés, mais lui demande si elle sait de quoi elle parle. Il est le premier à l'avoir vaincue, alors elle pense qu'il est tout à fait naturel de devenir sa femme. Après qu'il ait pris son corps avant le mariage, il doit aussi prendre ses responsabilités, tout comme son père et sa mère.
Sa lignée familiale le dérange, mais elle continue et prétend qu'il a déjà vu son corps plus qu'il a tout imité d'elle. Paniqué, il clarifie qu'il ne parle que de ses techniques de synthèse et rien de plus sur elle. La dame soutient que le mimétisme analyse tout, y compris son physique, qu'il a vu en détail. Avec ça, elle répète qu'il doit prendre ses responsabilités après tout ce qu'il a fait. Son processus de pensée et sa logique le déconcertent, le forçant à transpirer abondamment. Prenant doucement une fleur du sol, Arcadia dit qu'elle est étonnamment domestique. Cuisiner n'est pas son point fort, mais elle peut griller de la viande et est habituée à faire la lessive. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de lui faire entendre raison, Isu suggère de commencer en tant qu'ami pour l'instant. Elle dit qu'Isu est très viril, mais il soutient que c'est de la compréhension puisqu'ils voyagent ensemble. Le jeune aventurier avait été usé par ses avances, et elle s'accroche à lui, qualifiant ça de relation de type épouse provisoire. Alors qu'il rejette ça, elle boude et dit qu'elle ne fera pas d'autre compromis. Il fait de son mieux pour ne pas succomber à ses ruses mignonnes, mais échoue terriblement et lui dit d'arrêter de se présenter aux gens comme sa femme. Cela étant décidé, elle tire sur son bras, disant avec éclat qu'il était temps de passer à autre chose. Il est confus, ne sachant pas où il se dirige, mais elle dit qu'elle pensait qu'il se dirigeait vers Algrin, la ville forteresse au-delà de la montagne. D'après ce qu'elle entend, elle est criblée de monstres, ce qui a causé l'élimination de quelques chasseurs. Donc, peu importe le nombre de quêtes que la guilde publie, tout le monde avait trop peur de les entreprendre. Comme elle semble être bien informée, il se demande pourquoi elle n'a pas relevé le défi, mais elle ne s'intéresse qu'à combattre les humains. Quant aux monstres, ils n'étaient rien d'autre qu'une source de nourriture et de subsistance. Soudain, des ailes rouges vives ont poussé alors qu'il invoquait le pouvoir de Hinoka et volait à travers le ciel comme un phénix. Il décide de s'arrêter dans une ville voisine pour l'instant. Dès qu'il est revenu à sa forme humaine, elle a sauté joyeusement, se demandant comment ils allaient passer leur première nuit en tant que jeunes mariés. À ce moment-là, une fléchette empoisonnée a volé. Réagissant immédiatement, Isu s'est jetée sur Arcadia pour esquiver l'attaque. Clouée au sol par son corps, elle comprend mal et se détourne timidement, disant qu'il est trop immoral d'être intime dans les rues. Il essaie d'expliquer ce qui s'est passé, et elle voit finalement la fléchette sur son dos. Même avec du poison qui coule dans son corps, il ne meurt pas et bouge parfaitement. Cependant, ce n'était pas le moment d'être impressionné car il y avait un attaquant à proximité. Une silhouette cagoulée observait depuis l'ombre, confirmant qu'il était vraiment immortel et que c'était lui qu'elle cherchait. Le lendemain, des plaintes mécontentes pleuvent alors qu'Isu s'est enfermé dans une pièce séparée toute la nuit. Arcadia boude et gémit, demandant s'il sait ce que signifie être marié, mais c'est exactement son problème. Elle a frappé à la porte toute la nuit, voulant se forcer à entrer. Malgré cela, il était temps de partir, alors il se transforme à nouveau en oiseau et il voyage à Algran. Ils descendent sans cérémonie et sont accueillis par un mur imposant, ouvert uniquement par une épaisse porte. Leur descente plus tôt a en fait été forcée car une barrière aérienne spécialisée a mis le Phénix hors service. À ce moment-là, une voix a demandé qui ils étaient. Arcadia se présente et annonce qu'elle est venue pour sauver la ville. Avec cela, la Synthèse et son compagnon sont admis. Hochant la tête, ils entrent dans la forteresse murée. À l'intérieur, ils sont accueillis par une femme au visage de pierre. Frêle sert de seigneur du château d'Algrin après la mort de son mari, l'ancien roi. Arcadia dit qu'elle est venue pour exterminer les monstres suite à la demande de son mari. À ce moment-là, elle remarque une femme debout près du seigneur. Vêtue comme une nonne, elle dégageait une énergie familière et forte. D'un seul coup d'œil, elle sait déjà que la femme est un test de saint comme elle. Mais elle confirme en se présentant comme le saint du personnel, mais préférerait ne pas être associée à des personnes immorales comme elle. Ne se souciant pas qu'Arcadia soit offensée, elle dit qu'elle est amoureuse d'un homme bien qu'elle ait été choisie par Dieu. Une autre synthèse volontaire est apparue et est assez effrontée pour qualifier sa pureté de souillée. Elma gémit en portant son énorme sac à dos, trouvant sa destination trop éloignée. Après que Volko se soit assis et ait dîné sur le siège de la charrette, celle-ci a fini par se casser. Avec un énorme trou à l'arrière, ils ont été forcés de marcher ensemble. Aucun d'eux n'est sûr d'aller dans la bonne direction car elle n'a pas ouvert la carte depuis un certain temps. Infuriée, elle soutient qu'il devrait le faire sans qu'on le lui dise, mais il la coupe, annonçant qu'il doit y avoir une ville à proximité car il sent quelque chose de délicieux. Son nez s'avère juste, et les deux arrivent bientôt dans un petit village. Étonnamment, la région était abondante en volailles, alors ils ont décidé de manger un morceau après le long voyage. À l'intérieur d'un restaurant, les gens discutaient avec enthousiasme de l'arme de Ria, qui contrôlait les flammes. Alma s'est immédiatement animée en entendant cela, sentant qu'elle se rapprochait. Sans hésitation, elle intervient et demande si un aventurier de la flamme a remporté le festival du dieu martial. Trop ivre pour répondre correctement, les hommes lui conseillent de se rendre chez le forgeron et de se donner une épée. Après tout, elle a fait quelque chose d'assez fort pour vaincre la Sainte Lance. Elle prend place pour l'instant, mais était certaine que le gagnant devait être le messager de Hinoka. Goûtant presque au succès, elle saute de sa chaise et s'enfuit aussi vite que possible, laissant Volko avec une table de nourriture et pas d'argent pour payer l'addition. Elma finit par se perdre,
toujours choqué qu'il y ait d'autres saints et des gens assez forts pour les vaincre. Comme le messager semble être fort, son cœur battait de joie, et elle a sauté dans les rues, et excitée de recruter cette personne, peu importe qui elle était. Plus tard, elle arrive bientôt chez le forgeron et voit Théo à l'extérieur. Confirmant qu'elle est arrivée au bon endroit, elle demande le propriétaire, Rafra. Cependant, c'est le nom de son père, qu'elle dit n'être plus là. Elma demande nonchalamment s'il est parti et est surprise d'apprendre qu'il est décédé. Elle n'arrive pas à y croire, pensant qu'il a récemment remporté le concours du dieu martial. Réa est finalement sortie, expliquant que son mari était propriétaire du magasin, mais que c'est elle qui avait fabriqué l'arme. Encore une fois, un malentendu. La sainte pense qu'elle est la messagère et demande carrément à confirmer ses soupçons. La femme s'est contentée de la regarder fixement, sans comprendre ce qu'elle disait. Selon tout le monde, elle a vaincu une saintesse avec une arme qui contrôle les flammes. Cela fait rire le forgeron, comprenant enfin où cela a mal tourné. Avec cela, ils ont expliqué que c'était en fait Isu. La mention du nom frappe Elma de plein fouet, le reconnaissant immédiatement. Ils ont expliqué comment il est entré dans la compétition et a battu Arcadia à sens unique. La jeune fille était absolument incrédule, ayant du mal à comprendre comment son faible remplaçant pouvait faire cela. Juste à ce moment-là, Valko est apparu, haletant car il la cherchait partout. Il est venu en courant après l'avoir entendu crier à haute voix. Alors qu'il entrait dans la boutique, une femme est arrivée juste derrière, demandant où il allait. L'homme est apparemment parti sans payer la facture et se cachait maintenant derrière son employeur qui ne l'avait pas payé depuis un certain temps. Enragée, la femme a dit à la jeune fille de payer à moins qu'elle ne veuille que son assistant travaille pour leur restaurant. À son grand choc, Alma lui dit de l'emmener. L'homme pauvre est donc traîné hors de la boutique, incapable de faire quoi que ce soit après avoir été abandonné. Réa se demande si c'est normal, surtout qu'elle est aussi une sainte. En entendant cela, elle reprend ses esprits, se persuadant que son Isu doit être différent car il ne pourra jamais vaincre un saint. Elle s'excuse ensuite auprès du faussaire, se présentant enfin et demandant à en savoir plus sur le dieu martial. Il s'extasie immédiatement sur lui, partageant comment il peut changer d'arme avec ses flammes et même se transformer en phénix. Cela met Elma en confiance, parfaitement certaine qu'il parle d'un Isu différent du sien qui n'a aucune qualité rédemptrice. Juste à ce moment-là, les deux dames reviennent, disant qu'elles ont apporté une photo de leur belle amie. S'attendant à beaucoup, le Saint-Est prend la photo et jette un coup d'œil. La réalité incroyable la frappe à nouveau alors qu'elle voit son remplaçant portant le trophée du dieu martial. Elle jette un autre coup d'œil, puis un regard plus attentif, solidifiant l'indéniable vérité. Voyant sa réaction, Ria demande s'ils sont des connaissances, se souvenant de la façon dont il voyageait avec un saint. Ils ajoutent, en disant que cela ne peut pas être puisque la personne avec qui il était plutôt horrible et égoïste. Les deux rient, racontant comment il l'appelait dure et asservissante. Alors que chaque mot frappait le cœur d'Elma, les deux ont continué, expliquant qu'il devait aussi y avoir de terribles saints. Pourtant, il voyageait avec une autre femme problématique. Interrogé d'urgence, le forgeron partage qu'il est maintenant avec la lance divine, qu'il a vaincu lors du tournoi. D'après les rumeurs, les deux se sont associés pour un voyage et ont été vus s'éloignant bras dessus bras dessous. Ces inquiétudes se réalisent et les rumeurs se répandent. Elma n'arrive pas à croire qu'il voyage avec une autre saintesse à part elle. En entendant cela, elle confirme qu'elle était vraiment son horrible compagne d'avant. Toujours dans les choux, elle quitte l'établissement voulant reprendre sa recherche. On lui dit de revenir si elle a d'autres questions, et d'après sa réaction, la mère et la fille se demandent si la jeune fille avait des sentiments pour le jeune homme. Le mot impossible a résonné à plusieurs reprises dans sa tête, voyageant d'une manière amoureuse avec une autre femme malgré le fait qu'il soit l'homme pathétique qu'il est. Par coïncidence, le chemin d'Elma l'a mené à Valko, qui s'est exclamé en disant qu'elle était venue le chercher. Cependant, elle est trop enragée et refuse de pardonner à Isu. Finalement, sortant de sa torpeur, elle remarque son aide et lui demande pourquoi il est là. Réunis, ils paient la facture et se rendent à leur auberge. Pour une raison quelconque, ils se retrouvent une fois de plus dans la même pièce. L'homme remarque son expression mécontente et se demande si quelque chose ne va pas. Soudain, elle tire sur sa main et l'allonge sur le lit, suscitant des cris timides alors qu'il lui demande d'arrêter. La jeune fille touche son gros ventre et commande sa santé. Faisant cela pour soulager le stress, elle repense à Isu et à la façon dont elle va le récupérer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.